Bienvenue pour l'Europe dans tous ses états à Athènes, capitale de la Grèce. Ce pays de 11 millions d'habitants constitue le maillon faible de la zone euro car il est entré en 1981 dans l'Union européenne, à peine débarrassé de la dictature conservatrice des colonels. Et puis en 2001, il a rejoint la zone euro après avoir trafiqué ses chiffres. Du coup, il a mis en lumière les faiblesses de la monnaie unique et le problème de la dette européenne. Et aujourd'hui, après 2 plans de sauvetage européens sans précédent, après 4 années d'austérité, le gouvernement Samaras veut voir la lumière au bout du tunnel. Regardons le bilan de santé réel de la Grèce. 6 années de récession et toujours pas d'embellie visible, avec un chômage à 27%, soit le double du taux moyen de la zone euro, et une dette record à 175% de son PIB, le pays demeure à terre, malgré l'aide financière de l'Union européenne, de la BCE et du FMI. Un premier plan de sauvetage a été mis en place en 2010, puis un second l'année suivante. Au total, 240 milliards d'euros qui ne suffiront sans doute pas. Le pays pourrait avoir à nouveau besoin d'aide en 2014. Ce soutien financier a pour contrepartie des mesures d'austérité drastiques, comme le renvoi de 15 000 fonctionnaires ou une vague de privatisation dont le montant devrait atteindre 1,6 milliard d'euros cette année. En juin dernier, le gouvernement Samaras avait pris des mesures radicales pour économiser 300 millions d'euros et supprimer 2700 postes dans l'audiovisuel public, histoire d'impressionner la Troïka. Sans préavis, il avait décidé du jour au lendemain de fermer la télévision ERT. Après cet écran noir, une autre télévision publique a rouvert ses portes ailleurs et nous allons en parler aujourd'hui avec Annie Podimata. Bonjour. Vous êtes députée européenne des socialistes et démocrates, vice-présidente du Parlement européen. Et aujourd'hui, vous nous avez emmenés devant DT, nouvelle télévision publique qui a pris le relais. Mais celle-ci, est-ce qu'elle a vraiment les moyens de la qualité et de l'indépendance? Ce n'est pas le format définitif, c'est plutôt une décision provisoire. En effet, la plupart des journalistes que je connais bien, puisque j'étais correspondante pour la première chaîne de la télévision publique à Paris pendant 5 ans, je connais les gens, je connais leur qualité. Ça sera une chaîne de radio-télévision qui va préserver l'espace public sur la base d'une crédibilité et d'une indépendance. Il y a tout de même à l'ancien siège de l'ERT des dizaines de manifestants qui continuent à occuper les locaux, qui d'ailleurs continuent aussi à faire de la télévision, mais cette fois-ci sur le web, avec le soutien de l'UR, l'Union européenne de radio-télévision. Écoutez, moi je regrette la décision unilatérale du Premier ministre grec de fermer à une seule nuit. Ce n'est pas la bonne façon de gérer le problème. Mais quand même, il faut être en position de voir vers l'avenir. Je ne vois pas à quoi pourrait conduire cette continuation d'occuper le bâtiment. Vous êtes du PASOK, la gauche, qui est en coalition avec la droite d'Antonis Samaras. Et pour autant, lorsque M. Samaras a décidé unilatéralement de cette fermeture, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'était pour mettre la pression sur la Troïka et ses exigences en matière de coupe budgétaire? Moi, j'ai l'impression que c'était plutôt pour démontrer une sorte d'autoritarisme à l'égard des Troïkas. Pourquoi? Parce que les Troïkas exigeaient depuis des mois et des mois des décisions pour réformer radicalement le secteur public en général et diminuer le nombre des employés. Je pense que d'un côté, il y a des erreurs et des délais de la part des autorités grecques, mais aussi de la part de la Troïka, qui ne conduisent pas toujours aux bons résultats. Là, vous avez d'ailleurs participé à un talk show avec quel thème? L'aube dorée, c'est le sujet principal de nos jours. On va vous laisser partir pour votre émission et nous reparlerons après d'Aube dorée, car ce parti a connu un coup de théâtre avec l'arrestation
de son leader et de nombreux députés. Cela a été lié au meurtre du rappeur Pavlos Fyssas le 17 septembre. Ce parti d'extrême droite est aujourd'hui sous le regard des médias et celui de notre envoyée spéciale Julie Dungeloff. Arrestation spectaculaire par la police antiterroriste. Ici, il s'agit de leur chef, Mikaloliakos, appelé le Petit Fureur, ainsi qu'une trentaine de membres de l'Aube dorée. Chez l'un d'eux, Christophe Papas, la police découvre drapeau nazi, armes et de nombreuses références au Troisième Reich. Au journal Ephimeritza, Dimitris Psaras enquête depuis plus de 20 ans sur le mouvement et s'est procuré les statuts secrets de l'organisation. C'est un ensemble très hiérarchisé avec deux pôles. Le pôle politique, qui est public, et le pôle militaire, qui lui est caché, comme dans tous les mouvements nazis. Le chef a le contrôle absolu du mouvement. C'est lui qui décide de tout. À partir de là, il y a des grades. Il y a le chef des opérations qui s'appelle Falagarkis, et en dessous, ils suivent des grades comme dans l'armée. Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes appellations. Ils utilisent les noms des régiments de l'époque fasciste. Ensuite, ils se répartissent sur différents secteurs, avec un noyau dur, puis différents bataillons. Parmi ses leaders, Ilias Panayotaros, arrêté lui aussi le 28 septembre dernier, avant d'être relâché et placé en détention provisoire. Il est réputé pour sa haine des étrangers. Nous menons une sorte de guerre. Ça arrive maintenant parce qu'il y a plus de morts tout le temps. Quand il y a des millions d'immigrés illégaux qui tuent, violent, attaquent, qui veulent imposer leur façon de vivre et leurs traditions de manière violente, dans notre patrie comme ailleurs, nous sommes en guerre. Leur guerre, ils la mènent drapeau grec dans une main et barre de fer dans l'autre. Sur ce marché, ils commencent par contrôler l'identité des vendeurs, puis mettent à sac en toute impunité les stands de tous ceux qu'ils considèrent comme clandestins. Patrick, lui aussi, a subi les violences de l'Aube dorée. De la parole menaçante, ses partisans sont passés aux actes. Je suis arrivé avec ma clé pour ouvrir comme toujours. J'ai trouvé, il y avait un cadenas et un autre cadenas sur la porte. Alors je suis arrivé, il y a des gens qui sont venus vers moi, ils m'ont dit aujourd'hui tu n'ouvres plus ton magasin. Et autour de 1h30 du matin, mon téléphone a sonné. On m'a dit, elle le fait dans ton magasin. C'est un jeune d'entre eux, il venait souvent ici, avec des t-shirts noirs, avec l'insigne parce que je lis grec, Chrysiavgi. Chrysiavgi, l'Aube dorée en grec. Il a alors porté plainte et nous dit avoir reçu des menaces de mort. À la sortie du bar, notre caméra a été repérée. Patrick nous désigne cet homme comme l'un des responsables des dégradations. Nous décidons d'aller le voir. Après plusieurs minutes de négociation, il accepte de nous répondre. On lui a demandé de ne pas ouvrir son magasin, parce que cela nous dérange. Ça fait du bruit. Et lui, bizarrement, il n'a pas compris. Et parce que nous avons décidé qu'on ne veut pas que le magasin ouvre, on a cassé la vitre pour qu'il n'ouvre pas. Il niera toute appartenance à Aube dorée. Pourtant, sur cette photo, on le voit serrer la main de Yorgos Roupakias, l'assassin de Pavlos Fyssas, et plusieurs journaux font état de ces opérations punitives au nom du mouvement. En Grèce, les ONG dénoncent plusieurs centaines de cas de violences racistes depuis 2009, et pourtant très peu d'arrestations ont suivi. Certains y voient le signe de lien fort entre la police et Aube dorée. Là, c'était le 28 février 2012. Nous avons brûlé le drapeau de ce groupuscule néo-nazi en tant que policier en uniforme pour dire clairement à l'État qu'il était temps d'agir contre ces comportements inacceptables. Notre syndicat avait repéré le danger au sein de la police depuis longtemps et avait tiré la sonnette d'alarme et personne ne nous a écoutés. Au ministère de l'Ordre public, on se défend de toute passivité ou de toute complaisance à l'égard du mouvement. Ce n'est pas exact de dire qu'aucune action n'a été prise avant. Du fait du meurtre de Fyssas, nous avons pu établir qu'il faisait partie d'une organisation criminelle, qu'il ne s'agissait pas seulement de cas individuels, de personnes qui se disputent, qui se battent ou même se tuent entre eux, mais clairement
d'une organisation criminelle qui a été créée dans le but de générer de la violence, de disséminer de la violence, des incidents contre les étrangers et éventuellement les tuer. Cela fait une grosse différence. Une loi a été votée le 23 octobre supprimant tout financement public à l'Aube dorée. Certains craignent pourtant que les procédures pénales à l'encontre de ses membres n'aboutissent pas et que, comme ils l'affichent fièrement sur leur façade, l'Aube dorée ne meurt jamais. L'Aube dorée a tout de même obtenu 7% aux dernières élections, 18 députés. Est-ce qu'aujourd'hui, après les affaires, les poursuites judiciaires, ce parti est discrédité auprès des Grecs ? Oui, le parti est discrédité aux yeux des Grecs. Ça veut dire que l'influence est très réduite par rapport à ce que les sondages présentaient il y a quelques mois. D'ailleurs, les Grecs ils ne sont pas des racistes, des xénophobes, surtout des néo-nazis. Ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit d'une réaction antisystémique de la part d'un grand parti de la société grecque qui subissent des énormes sacrifices à cause des mesures de l'austérité. On a découvert à l'occasion de ces arrestations à quel point la police grecque était liée à Aube dorée, ce parti extrémiste, et en partageait majoritairement les idées. Il y avait des personnes qui étaient partisans de ce parti néo-nazi, mais ça ne caractérise pas l'ensemble de la police grecque. Je regrette le fait qu'on n'a pas réagi plus tôt en tant que système politique, en tant que système judiciaire, les forces de l'ordre, aussi la tolérance de la part d'une partie de la société, parce qu'il faut aussi le souligner. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en est pas débarrassé plus tôt? Est-ce qu'il faut pénaliser, criminaliser ce parti? Je ne suis pas pour l'interdiction de partis politiques, sauf il suffit qu'il s'agisse vraiment de partis politiques et que le parti politique ne sert pas en tant que camouflage pour camoufler des actes criminels, des actes qui violent l'esprit et la lettre de la Constitution et de la démocratie parlementaire qui est en place. D'ailleurs, elle était née dans ce pays. Et là d'ailleurs on va partir en direction d'un autre foyer de tension, l'université avec une jeunesse qui s'interroge sur son avenir. On y va. Annie, vous nous avez emmenés à l'université Panthéo, qui est l'université de sciences sociales et politiques, toujours ouverte et pas en grève, ce qui n'est pas le cas de toutes les universités à Athènes. C'est vrai, il y a quelques-uns qui sont fermés actuellement parce qu'ils sont les plus touchés par ce régime de mobilité, ils l'appellent comme ça, et qui oblige un certain nombre des employés de quitter leur poste. Et donc, pour quelques universités, ça a produit des problèmes énormes. Ils ne sont même pas en mesure de fonctionner proprement. Nous subissons d'importantes coupes budgétaires à hauteur de 60%. Notre bibliothèque en souffre. Nous ne pouvons pas payer nos abonnements aux bases de données. Nos salaires ont été fortement réduits et nous ne pouvons plus assurer nos frais généraux. Nous espérons toutefois que nous parviendrons à maintenir les cours, même dans ces circonstances. 27% de chômage général en Grèce, 55% chez les jeunes. Est-ce que la Grèce n'est pas en train de produire une génération perdue? Ça, c'est un vrai risque. Un grand nombre des étudiants grecs, leur meilleur cerveau
risquent de chercher un meilleur avenir ailleurs, à l'étranger. Pour satisfaire aux exigences de la Troïka et pour réduire leur déficit, les Grecs ont augmenté les impôts de façon considérable pour l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Ils ont également fait monter la TVA jusqu'à 23% dans certains secteurs. Ce n'est pas le cas de la restauration où là on a vu une baisse afin de dynamiser le tourisme. Pour autant, les Grecs choisissent de respecter ou de ne pas respecter les règles, comme nous le montre ce reportage de notre correspondante à Athènes, Alexia Kefalas. Dans le centre d'Athènes, même en automne, les touristes sont au rendez-vous. Mais malgré les réformes, certains Grecs ont gardé de mauvaises habitudes et ne paient pas du tout ce qu'ils doivent à l'État. Équipés d'une caméra discrète, nous découvrons quelques pratiques insolites. Le prix normal, c'est 54 €. Donnez-moi 46. Pas de TVA pour cette chemise, la méthode peut surprendre, mais revient à la mode avec la crise. Du côté des restaurateurs, l'État a consenti un cadeau fiscal le 1er août dernier en réduisant la TVA de 23 à 13%. En contrepartie, les contrôles ont triplé. Cosmas, qui travaille dans ce restaurant familial depuis 25 ans, déplore la peur du gendarme. Si on nous attrape, on a de gros problèmes. On nous menace même de fermer notre restaurant. Pourtant, pour faire tourner le restaurant et garder son emploi, il reconnaît qu'échapper à la TVA est parfois tentant. Si on n'échappe pas au fisc, on ne s'en sort pas. Les frais sont trop élevés. Je pense que si la TVA était à 5%, ça serait mieux pour tout le monde. Les professionnels pourraient émettre des factures, ça serait mieux. Si une partie des recettes fiscales du petit commerce lui échappe, la Grèce est tout de même parvenue à rééquilibrer son budget par de nouveaux impôts et des coupes budgétaires impopulaires. Mais elle n'a pas réussi à s'attaquer au fléau de l'évasion des grandes fortunes en direction des paradis fiscaux. Nous sommes dans le stade panathénaïque, l'ancien stade olympique d'Athènes qui existait en moins 330 avant Jésus-Christ. Il a été rénové en 1896 pour accueillir les Jeux olympiques de l'ère moderne. Et en 2004, évidemment, il a servi aux JO de Grèce pour l'arrivée des marathons. C'est ici que nous refermons la première partie de l'Europe dans tous ses états. On se retrouve pour une seconde partie juste après les informations. À tout de suite. Simple